Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'ERP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Je voudrais d'abord commencer cet épisode par remercier celles et ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé, qui m'ont donné quelques commentaires. Un merci spécial à Magali, Mathéouche, Fabien, Jean-Pascal, Renaud et mes collègues de chez Voice pour leurs encouragements par rapport à ces 3 premiers épisodes. Je vous demanderai encore un tout petit peu de patience au niveau technique. Je fais tout pour améliorer les techniques de son et les prises de son. C'est parti pour le 4e épisode de PR of It. Au menu d'aujourd'hui, un numéro particulièrement culotté. Est-ce que j'oserais dire disruptif ? Je vais m'aventurer à explorer l'hypothèse suivante. Et si, à l'instar de bébés, qu'on ne doit pas laisser dans un coin, les RP devaient prendre leur destin en main et s'approcher un petit peu plus de la table de discussion de la C-suite. Vous savez, les CEO, CFO, CMO, CEO, bref, là où se prennent les grandes décisions de gouvernance. En fin d'épisode, vous découvrirez comment la startup Tell.me, le Netflix du vêtement, trace un peu la voie vers de nouveaux modèles de consommation qui me semblent inspirants pour nous. Et en plus, ces modèles font parler d'eux. Avant cela, on va prendre un petit peu de recul avec Thierry Bouckaert d'Acanto pour parler du terrain de jeu des RP, la réputation des marques dont ils ont la charge. Revenons-en un petit peu à Fabien, un de mes plus proches amis que je remerciais dans l'intro. Un de ses commentaires a été de se dire « Bon, ok, avec tes 3 épisodes, j'ai toujours pas compris ce que c'est les RP. » Bon, je vais peut-être consacrer un épisode entier aux différentes définitions. J'aurai peut-être besoin d'aide, d'invités extérieurs, je veux dire. Mais ce qu'on retrouve à peu près dans toutes les définitions d'RP, c'est que c'est un ensemble de techniques de communication pour prendre soin de la réputation d'une organisation ou d'une personne. Pour prendre une analogie, la réputation est au RP ce que le vif d'or est au Kidditch. C'est l'objet principal, mais avec beaucoup de distractions autour. Donc la réputation est au cœur de la notion d'ERP. Alors que certains vont jusqu'à qualifier la réputation comme l'asset le plus important d'une entreprise, je me suis dit que ça valait la peine de se pencher un peu plus sur la question. Et J'étais à la rencontre de Thierry Bouckaert, patron de l'agence Acanto, qui est un vrai spécialiste de la question. En quelques mots, avant d'arriver chez Acanto il y a une dizaine d'années, Thierry Bouckaert pouvait se targuer déjà d'une belle carrière dans la communication et les médias. Journaliste pendant 10 ans à la Libre Belgique, il a ensuite exercé les fonctions de responsable de la communication d'abord chez Proximus, ensuite chez Movistar. Ça fait 10 ans qu'il est patron d'Acanto. Ma première question a été très simple. La réputation, en fait, c'est quoi ? D'abord, la réputation, c'est probablement l'asset, le capital le plus important d'une entreprise, avec un autre capital très important qui sont ses employés. Mmh. Donc une entreprise qui a une bonne réputation et des bons employés, ou des employés efficaces, performants, etc., elle ne peut que réussir, en fait. S'il lui manque l'un des deux, elle aura des problèmes. Et donc pour nous, la réputation, effectivement, est quelque chose d'extrêmement important et est un gage de succès dans tout ce que l'entreprise développe. Une bonne réputation est un gage de succès. C'est aussi un gage, une protection quelque part. Une bonne réputation est une protection en cas de coup dur. C'est clair, quelqu'un qui a une bonne réputation, eh bien, on va lui accorder en général le bénéfice du doute quand il aura un problème. On va l'aider quand il aura une situation de crise, etc. Eh bien, c'est la même chose avec les entreprises. Moi, je dis souvent que la réputation, c'est une espèce d'airbag, une protection en fait des entreprises contre tous les coups durs qui pourraient leur arriver. Dans les éléments constitutifs de la réputation, on parle parfois de la réputation est composée de ce que l'organisation fait, de ce qu'elle dit et de ce que l'on dit d'elle. Est-ce que vous compléteriez cela ou est-ce que c'est assez... Non, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a 3 en fait. 3 points de contact
entre quelqu'un, entre une opinion, enfin entre un groupe de personnes ou quelqu'un et une entreprise, c'est effectivement d'abord ce qu'elle fait, et ça, on sort complètement de la communication, c'est plus de la communication, c'est avant tout les services et les produits qu'elle propose, c'est sa manière d'être gérée, sa manière de fonctionner, c'est son leadership, etc. Donc c'est effectivement comment elle fonctionne. Deuxièmement, effectivement, elle est elle-même agent de communication. Elle peut communiquer sur elle-même, avec plus ou moins de crédibilité, évidemment. Et ça, c'est le deuxième point de contact, quelque part, entre l'entreprise et le monde qui l'entoure. Et troisièmement, et c'est un élément de plus en plus important, c'est ce que les autres disent d'elle. Et c'est tout l'aspect justement de ce qui se dit dans les médias, de ce qui se dit dans les médias sociaux, de ce qui se dit dans le monde digital, etc., sur l'entreprise. Et ça a souvent beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de poids que ce que l'entreprise dit elle-même. Et donc, effectivement, on doit travailler sur les trois tableaux. Ce qu'on constate, c'est qu'une entreprise, par exemple, qui n'a pas de bons fondamentaux, donc qui ne fait pas bien ce qu'elle devrait faire, mais qui a une bonne réputation, elle est en danger, parce qu'assez vite, évidemment, le public va se sentir trompé. L'inverse est vrai aussi, on peut avoir une entreprise qui a des très bons fondamentaux, mais qui n'a pas une très bonne réputation. Et là, il y a tout un travail à faire pour, justement, améliorer cette réputation, faire un travail de communication pour améliorer la réputation de l'organisation. Et chez Acanto, vous intervenez, on a parlé des 3 axes, vous intervenez sur les 3 axes? Bien sûr, ouais. Oui, bien entendu. Pourquoi ? Parce que intervenir sur un des 3 n'est pas suffisant. Comme je le disais, une entreprise qui a une bonne réputation mais dont les fondamentaux sont mauvais, elle est en risque, elle est en danger. Et donc on doit aussi intervenir sur le premier tableau qui est effectivement de travailler sur les fondamentaux. Et aussi, on parle souvent, on a parlé de storytelling, maintenant on parle de story doing. Moi je crois aussi beaucoup au fait, dans le changement de société, on a besoin peut-être plus d'actes que de paroles. Est-ce que vous rencontrez ce phénomène-là? Est-ce que vos clients prennent conscience que la communication de crise, c'est pas une baguette magique qui permet d'améliorer une réputation, mais qui a une application qui, peut-être plus que jamais, doit être présente et qu'elle doit être assortie de mesures, d'actes concrets? Oui, aujourd'hui, les paroles ne suffisent plus. Enfin, c'est vrai qu'on peut, avec des paroles, avec une communication bien faite, on peut endiguer temporairement en tout cas une crise. Mais ça ne suffit pas, il faut aller beaucoup plus loin et aujourd'hui l'opinion publique, elle veut de la transparence, elle veut de la vérité, elle veut de l'honnêteté et effectivement une entreprise qui n'accompagne pas ses paroles et sa communication par des actes, à terme, elle est condamnée à souffrir des crises plus graves encore que ce qu'elle vit aujourd'hui. Et donc, effectivement, il faut travailler sur cet aspect-là aussi. Et c'est plus que du story doing, c'est vraiment de l'analyse de ce qui fait l'entreprise, donc ce qu'elle produit, ce qu'elle propose comme service et sa raison d'être quelque part, et faire en sorte que cette raison d'être réponde quelque part à une attente du public. Oui, des entreprises bien installées dans le changement de paradigme que vous évoquez doivent revoir leur mission, peut-être aussi leurs valeurs pour être en lien avec leur public, parce que sinon, c'est tout les deux dimensions importantes, c'est le savoir-faire et le faire savoir. Hein. Mais si on n'a pas un des deux, ça ne marche pas. Il faut un savoir-faire pour le faire savoir. Et idem, si on a un savoir-faire mais qu'on ne le fait pas savoir, on est nulle part. Donc c'est vraiment ces deux dimensions qui vont jouer en permanence et qui vont faire qu'une entreprise va avoir une bonne réputation ou pas. Le très sage Thierry Bouckaert vient confirmer une de mes intuitions. Comme bébé dans Dirty Dancing, on ne peut pas laisser les RP dans un coin. J'entends par là qu'elles ne sont pas uniquement là pour faire connaître les vertus des produits et services de leurs clients internes et externes. Et ni là uniquement pour rattraper la mayonnaise quand il y a quelque chose qui foire. Si l'on reprend les 3 axes de la réputation, ce que vous faites, ce que l'on dit de vous, ce que vous dites, bien souvent, on contente le rôle des RP simplement dans ce rôle de discours. Et j'y vois 2 problèmes. Premièrement, lorsque vous n'êtes qu'un messager, que vous n'êtes pas impliqué dans la prise de décision, dans la justification de l'initiative dont vous faites la promotion, vous n'êtes pas toujours pris au sérieux. Certainement quand il s'agit de quelque chose qui n'est pas
particulièrement malin, en phase avec les réalités de la société, etc. Il y a une dizaine d'années, un de mes clients m'avait demandé de faire une action de promotion d'une action de terrain où le client offrait des pleins d'essence via un concours radio. Bon, j'étais encore un peu trop junior, je n'ai pas fait part de mes réserves, mais clairement, je trouvais l'action vulgaire et complètement à côté de la plaque sociétalement. À l'autopsie, l'action a foiré, non pas pour des raisons éthiques, mais parce que au final, c'est des chèques de 5 litres qui étaient distribués aux stations d'essence et pas des pleins complets comme j'avais annoncé à mes partenaires médias. Résultat, je me suis fait griller auprès de mes contacts et pour quelques années auprès de ces gens-là, je n'ai pas pu revenir avec des actions promo. Donc pour moi, il est impératif que les RP jouent pleinement le rôle, qu'elles investissent pleinement les deux autres axes. Donc, premièrement, écoutez. Les RP ont des antennes. Elles savent déceler ce qui se passe dans nos sociétés, quelles sont les grandes tendances, comment est-ce qu'elles impactent nos clients. Aussi détecter les voix qui comptent dans le domaine où nos clients sont actifs, détecter les ambassadeurs, les influenceurs, les journalistes, apprendre à les connaître, tout ça, ça fait partie de notre travail. Et puisque les RP sont des gens qui sont particulièrement doués pour capter ce qui vit dans la société, comment notre monde évolue, je pense qu'ils et elles doivent impérativement faire entendre leur voix auprès de leurs clients, internes et externes, pour les guider, les orienter, y compris dans des logiques de gouvernance et d'orientation stratégique pour leurs activités métiers. En clair, s'il y a des grands choix à faire au sein des entreprises, les RP doivent faire en sorte de s'inviter à la table des discussions des dirigeants et des dirigeantes. Mieux, il est crucial que ce travail d'écoute, de veille médiatique et sectorielle fasse l'objet d'un reporting auprès d'un management et fasse également partie intégrante du métier des missions des RP. Pour ce qui est du troisième axe, pour vous inspirer, si vous faites des RP au quotidien et de la communication corporate, je vous invite vraiment à vous pencher sur le livre Trust Me, PR is Dead. Un bouquin de Robert Phillips, un des anciens grands patrons d'Edelman, une des plus grandes agences RP du monde, dont la lecture m'a réellement secoué et qui a fait grand bruit dans la communauté RP partout dans le monde. La thèse de Robert Phillips, c'est qu'il faut remplacer Public Relations par Public Leadership. Le Public Leadership, c'est quoi? C'est montrer la voie en tant qu'organisation en matière de changement de société. Donc, pour certains aspects, nous allons droit dans le mur, et à la fin de la journée, vous allez faire confiance à qui? À celui ou celle qui vend du vent, ou à celui ou celle qui met les mains dans le cambouis pour essayer d'innover, de trouver des solutions, d'expliquer ce qui se passe dans notre société, de garantir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et vous savez quoi? Les gens qui font bouger les choses, ça intéresse les médias. Vous voulez un exemple? Après avoir entendu parler coup sur coup de Tell.me dans les médias belges, aussi appelé le Netflix du vêtement, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser sur l'intérêt médiatique que générait cette entreprise sociétalement innovante. Et comment surfer sur cet intérêt pour développer des opportunités business. Tell.me est le premier dressing alloué pour la maternité et les enfants de 0 à 6 ans. C'est deux périodes de la vie où les vêtements sont fort sollicités, mais pendant peu de temps. Alors plutôt que d'acheter, d'accumuler, de jeter des vêtements, Tell.me propose une nouvelle façon de consommer de manière éthique et durable sans mettre de côté la mode et les tendances. Pour 19 € par mois, les familles peuvent disposer en permanence de 3 vêtements qui peuvent être en permanence échangés à l'infini. Tell.me ne travaille qu'avec des créateurs et des marques respectueuses de l'environnement et des hommes. Made in Europe ou Fairtrade. Tell.me, c'est 500 vêtements lavés et repassés par jour, 2000 abonnés, 100 colis par jour qui partent vers la France, la Belgique, les Pays-Bas. Ingénieure chimiste de formation, la fondatrice, Anna Balèze, se spécialise dans l'analyse des impacts de l'industrie sur l'environnement. Consultante pour de grandes entreprises, elle vient d'avoir son premier enfant, elle a envie d'autre chose. Lorsqu'elle arrive à Bruxelles, elle passe beaucoup de temps dans les marchés de créateurs et rencontre des stylistes. Le constat est le même, leurs vêtements sont beaux, mais chers, et ils ont du mal à en vivre. C'est là que se fait la connexion entre son envie de valoriser le travail des créateurs, sa sensibilité à l'écologie et la réduction des déchets et ses compétences d'ingénieur. L'idée lui vient, Anna crée Tell.me. Anna m'a accueilli dans son showroom bruxellois de la chaussée de Charleroi. Je demanderai encore un peu d'indulgence parce que j'ai encore laissé traîner quelques j'ai essayé de les limiter au maximum, mais hélas, ce n'a pas été toujours possible. On retrouve Anna Balèze. Tell.me
innove dans la relation que l'on peut avoir avec le vêtement. On a plus ou moins été formaté, il y a toute une génération ou deux qui ont été formatés sur la possession. Je possède donc j'existe. Malheureusement, c'est pas soutenable, ni sociétalement ni environnementalement. Et donc Tell.me a pris le pari de se dire on arrête la possession avec le vêtement. On a travaillé sur une niche, sur un marché très précis qui est l'enfant et la femme enceinte, parce qu'il y a une certaine logique. Donc on s'est dit on va louer les vêtements sur un système d'abonnement. Donc on nous appelle souvent le Netflix des vêtements. Les journalistes, voilà, c'est les journalistes qui ont commencé à nous appeler les Netflix du vêtement, et moi j'aime bien l'idée, donc je reprends ça. Parce qu'on fait exactement ça, on fait par abonnement, on a une bibliothèque, donc pas de films mais de vêtements, que l'on échange, et on est tout le temps dans l'innovation, on a nos propres collections, ce qui nous permet de plus maîtriser les goûts, de savoir ce que les gens aiment, etc. Donc voilà, on vient sur une plateforme, une nouvelle façon de consommer en e-commerce. C'est une nouvelle génération qui a plus l'habitude du e-commerce aussi, nouvelle consommation, voilà. Donc on fait de l'abonnement sur les vêtements. Et je sais que vous existez en France, mais Tell.me a été lancé en Belgique, à Bruxelles, pour la première fois ? Oui, d'accord. C'est une entreprise bruxelloise qui a été créée en 2014. 2014. Ouais. Et on est passé de 50 abonnés à 2000. Ah oui, bravo. Voilà, avec tous les investissements qui vont autour, des gens qui nous font confiance. C'est ça, merci. Les gens qui nous font confiance. À la fois les clients, j'imagine, mais d'autres parties prenantes à convaincre, les banquiers. Les banquiers, oui. On a rencontré des super chouettes banquiers qui nous ont soutenus, et aussi des personnes comme toi et moi qui ont investi dans Tell.me. Là, on est sur une campagne de crowdfunding en equity pour la Belgique. D'accord. Donc, on a déjà levé en France une grosse partie. On avait réservé une toute petite partie, donc on a réservé 100 000 € pour la Belgique. Donc là, on est en train, donc en moins de 2 jours, on a déjà collecté la moitié. C'est parce que voilà, il reste plus que 50 000. Après, on pourra plus laisser plus de parts que ça, mais donc il y a encore 50 000. Mais donc c'est des gens qui nous font confiance, qui ont confiance dans le business model, les institutionnels, la région bruxelloise, même le SPF santé environnement, avec qui on a un projet sur la biodiversité. Après avoir fait connaissance avec son concept et sa démarche, j'ai voulu savoir quel est le rôle d'RP et de la communication dans le lancement de Tell.me et son succès. On retrouve Anna Balèze. Central, crucial même. C'est quelque chose qui s'est fait un peu à l'intuition au départ, évidemment, comme beaucoup de startups. Ouais. Et après, on a structuré. Je me suis entourée aussi de gens professionnels du métier. Là, je sors d'un rendez-vous avec une marketeuse qui va nous coacher sur très précis, parce qu'on en est maintenant là où on est sur on connaît nos abonnés, on est dans la finesse en fait de la communication, comment les équipes évoluent là-dessus, avec les nouveaux moyens, les nouveaux médias, les nouvelles façons de consommer, que tout le monde doit tout le temps rester au courant, donc ça veut dire des formations, ça veut dire des colloques, ça veut dire faut rester très très ouvert, faire un réseau, même les nouveaux outils technologiques, les nouveaux outils digitaux, il faut absolument se mettre et donc là tout le monde suit des formations. Vous avez inventé une nouvelle manière de consommer. Est-ce que les relations presse et les relations publiques ne sont pas une manière d'expliquer d'accompagner de nouveaux comportements à adopter ? Est-ce que vous reconnaissez cette fonction-là ? Je pense que c'est leur rôle d'ailleurs à la presse de faire découvrir des nouvelles façons. Alors il y a en Belgique c'est vraiment une presse très bienveillante. J'ai passé de très très bons moments avec des journalistes, parce que je parle souvent beaucoup, je suis très passionnée par ce que je fais, et donc il y avait une presse qui était aussi à l'écoute, qui disait ah oui c'est vrai, c'est un nouveau modèle sur tel et tel point, donc des fois c'était le financement participatif ou le fait qu'on fasse de l'insertion ou le côté environnemental ou alors le côté vraiment enfant, le milieu de l'enfant. Mais à chaque fois il y avait un angle intéressant, et et après il y a la presse française qui est aussi une autre façon de voir la presse, qui est beaucoup moins bienveillante, à part certains médias spécialisés, mais globalement, qui sont dans le show-off, plus compliqué à gérer. Et là, j'avoue qu'on a besoin de plus de soutien pour aller vers cette presse-là. La presse belge a été tout de suite à notre écoute et nous a vraiment soutenus, ce qui a été très bien. La presse française, c'est moins facile. La presse belge, j'ai l'impression qu'elle est
assez attentive aux pistes de solutions qui peuvent faire avancer les choses. En quoi des initiatives comme la vôtre vont faire que demain sera peut-être meilleur qu'aujourd'hui. La presse belge a envie de garder les pépites aussi, a envie de les soutenir, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'en ai, parce que j'ai vraiment de chouettes relations avec la presse. Ils nous contactent assez régulièrement, comme je dis, sur tel ou tel sujet, parce qu'on balaye pas mal de choses. Et vraiment, c'est toujours dans un aspect positif du sujet, quoi. Et c'est pour toujours nous mettre en avant et faire avancer les choses. Donc je trouve ça chouette. En tant que fondatrice, est-ce que, moi j'ai toujours, je dis à mes clients que les relations presse, les contacts en tant que tels font partie de notre valeur ajoutée. Vous qui êtes une fondatrice, qui avez été en contact avec les journalistes, comment vous appréhendez le fait de déléguer ça éventuellement à un attaché de presse ou une attachée de presse On a fait appel à une attachée de presse au début en Belgique. Ça, du coup, ça a démarré tout de suite, c'est ça qui était bien. Ouais. On a eu tout de suite ce premier une petite bombe qu'on appelle une bombe de graines, on va dire. Et ça a semé plein de choses. Et du coup, maintenant, on ressent les effets même de cette attachée de presse d'il y a 2 ans maintenant. Oui. Si vous avez produit des articles sur donc ça fait la presse en ligne, assez vite. C'est positif. Est-ce que vous ressentez les effets sur votre référencement Google, sur le trafic qui vient sur votre site ? Oui, ça, on le ressent très fort. Et en France, on a carrément internalisé ça. Donc c'est une personne chez nous qui fait ça. Ouais, très bien. Parce que c'est notre façon de faire aussi. D'accord. Mais non, oui. Moi, je réponds volontiers aux interviews, mais c'est pas moi qui gère. D'accord. Pour l'instant. Oui, j'imagine. Ouais. Et donc Tell.me va se lancer en France ou est déjà lancé avec toujours un... On a un showroom à Paris, mais on livre dans toute l'Europe. Donc on livre dans toute l'Europe. Jusqu'à Marseille, à Lyon. On livre en Italie, on livre en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. Ouais. Quelle est votre approche des blogueurs, des influenceurs ou influenceuses ? Est-ce que ça fait partie de... Oui. Ouais. Ils sont nécessaires, c'est sûr. D'accord. Et vous, surtout pour notre marché en plus. Et vous proposez à des blogueuses de tester ? Oui, on fait énormément. Et ça fonctionne bien. C'est ça qui... c'est le nouveau journaliste. Enfin, pas journaliste, on peut pas dire ça. Je trouve que les journalistes, on interroge sur le fond, et les blogueurs font leur boulot de forme, quoi. D'accord. Il faut les deux, en fait. D'accord. Et comme ça, nos futurs abonnés ont les deux visions en même temps. Ouais. Est-ce que les relations avec les blogueurs, c'est sur base d'échanges ou vous les rémunérez ? Pour l'instant, c'est d'échanges. Souvent, c'est des blogueuses qui ont des enfants. Donc, et une contrepartie, elles peuvent tester le produit concept gratuitement. Voilà. Non, on n'est pas rentré dans ce système de rémunération parce qu'il y a des grandes marques qui le font et nous, on est encore trop petits pour le faire. Et voilà, je trouve qu'il y a un petit côté éthique moyen. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. À partir du moment où il y a une relation, je paye pour avoir du média, l'authenticité de la relation est faussée. Voilà, jusqu'à présent, on a juste envoyé des abonnements et puis ça fonctionnait comme ça. Très bien. Est-ce que vous avez déjà analysé la part du trafic qui vient justement de ces relations publiques sur votre site Oui, c'est très one shot. On avait eu un reportage sur la RTBF au journal de 20h. Un samedi soir. Ouais, d'accord. Donc très regardé. Ouais. Et là, on avait plein de gens sur le site d'un coup. Ouais. Et plein d'abonnements d'un coup. Donc de la conversion. Oui, de la conversion d'un coup, quoi. Et donc ça se faisait vraiment d'un coup. Et puis après, un petit peu le lendemain, un petit peu 2 jours après, puis sur toute la semaine. Et puis après, c'est des petites touches comme ça. Mais on sait que c'est absolument... Et c'est dur à qualifier, évidemment, mais on le sait, parce qu'on sait que ça marche comme ça. D'accord. Que plus on parle de nous, et moins on a besoin de... on a besoin de répéter le message, en fait. D'accord, oui. Évidemment. Donc il y a ce côté, faire de l'évangélisation et expliquer... On a des gens qui viennent ici, et est-ce qu'on peut vous expliquer ce qu'on fait ? Ah oui, et donc, vous faites ça, ça et ça. Donc ils ont déjà leur première vision, parce qu'ils ont entendu tel média, telle blogueuse, ils se sont fait leur idée, et donc nous, on vient juste conforter l'idée qu'ils se sont fait de nous. Et ça, du coup, ça nous demande beaucoup moins d'efforts en termes d'explication. J'imagine. Est-ce que, pour conclure, si vous deviez donner un conseil à une start-up dans le domaine du vêtement ou de la consommation qui se lance, qu'est-ce que vous lui conseillerez de faire ou de ne pas faire ? Peut-être ce serait une leçon que vous auriez tirée. Un truc, il faut être vrai tout le temps, quoi qu'il se passe.
avec les journalistes, avec les blogueurs. Faut juste pas mentir, jamais. Ouais. Faut pas mentir sur ce qu'on fait, pas mentir sur pourquoi on l'a fait, ni faut juste être vrai, quoi. Ouais, être c'est- vrai, à 100%. Et même si la photo, si on se prend en photo, ça c'est pas topissime au début, hein. Ouais. Au début. C'est pas grave. Non, non. Faut juste essayer d'y aller avec les tripes, et ça, justement. Je crois que c'est l'énergie qu'on dégage quand on est vrai, vaut tous les discours qu'on peut payer à n'importe qui. Et après, faut persévérer en disant, au début, la presse ne ramène pas de chiffre d'affaires directement, mais après, ça s'amplifie, en fait. C'est vraiment une histoire d'amplification. Ouais, peut-être une masse critique à créer, Ouais, qu'à c'est ça, un moment c'est donné. C'est ça, il faut juste être patient. Les gens sont pas des robots, heureusement. Non, Si c'est on leur donne une info qui vont, Ouais. qui vont convertir, heureusement. Donc, faut être patient. Voilà. Je crois Parfait. Dernière question. Vous écoutez des podcasts? Ouais, mais j'écoute des podcasts de radio française. D'accord. Comme J'écoute beaucoup France Inter, France Culture. J'écoute beaucoup Par ça. Jupiter. ce genre. Par Jupiter, ouais, j'écoute ça. Allez. J'écoute Remède à la mélancolie le dimanche. Ouais, non, j'écoute très fort les Allez, podcasts. parfait. Bon vent, merci beaucoup de Merci. m'avoir reçu. Au revoir. Si l'exemple de Tell Me m'a tellement plu, c'est qu'outre la très belle visibilité médiatique qu'ils ont reçue, c'est qu'ils ont su transformer cette visibilité médiatique en trafic et en conversion sur leur site web. Donc clairement, c'est une entreprise qui a innové avec un business model qui s'attaque à une problématique sociétale qui est la surconsommation, la gestion des déchets, etc. Ils ont transformé donc cette problématique sociétale en business model, et cette innovation a fait parler d'elle et a permis de générer du trafic, de la visibilité et donc des ventes, des locations en l'occurrence. Donc je trouve que cet exemple est assez éclairant du potentiel qu'il existe pour les entreprises d'innover en s'attaquant à une problématique. À nous, gens de RP, de faire émerger ces tendances, d'identifier ce qui vit dans notre société et de suggérer en interne ou auprès de nos clients des options permettant de faire avancer les choses, de faire parler de vous, de votre entreprise et de trouver un écho auprès de vos publics. Alors si vous travaillez dans l'RP et que vous avez envie de changer le monde, ne restez pas dans votre coin, faites entendre votre voix au sein de votre entreprise auprès de vos clients. Aidez-les à trouver leur manière de participer à notre transition et à faire connaître leur initiative. C'est probablement le début d'une belle histoire. Merci de votre écoute. C'était le 4e épisode de Pierre Rovit. Mille merci de votre écoute, j'ai pris un grand plaisir à le réaliser. On se retrouve dans une quinzaine de jours. D'ici là, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page Facebook, facebook.com/epierrovitpodcast ou via Twitter, @epierrovit_podcast. Laissez-moi vos étoiles et vos commentaires sur iTunes, ça aide énormément au référencement de ce podcast. À très bientôt.